Alors vous êtes un peu à la croisée des mondes, hein, philosophiques, culturels. Quels sont les mondes qui vous inspirent pour avoir décrit tout ce que vous avez décrit dans le livre? C'est quand même très très vaste. Hein. On y retrouve du soufi, des penseurs grecs, des mathématiciens, des scientifiques, anthropologues. Vous êtes quoi en fait? Rien. Mais d'ailleurs, vous avez fait me tutoyer premièrement, ça te fait vachement mal à l'aise. Oui, c'est vrai. Je sais pas, j'avais bien commencé. J'aime bien l'interdisciplinarité. À la Renaissance, on ne se posait pas ce genre de questions. Dans toutes les périodes importantes dans l'histoire de l'humanité, on ne s'est pas trop posé ce genre de questions. Tu vois, Al-Razali, il était aussi bien mathématicien que poète, que mystique. Newton, quand on lui demandait ce qu'il faisait, c'est important de se comparer aux gens un peu. Eh bien, Newton, il disait carrément qu'il était alchimiste, le mec. Donc les boîtes, comme tu le sais, ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais je vais vers ce qui m'intéresse tout court. Donc, là, je cite le soufisme dans le bouquin parce que c'est ma tradition, c'est mon héritage plutôt. Bien que je sois sans doute le pire soufi sur Terre, mais effectivement, parce que c'est dur d'être soufi, tu vois, c'est quand même chaud, il faut pardonner à son prochain, tout ça, il faut être patient, faut tourner effectivement. Donc c'est dur d'être soufi, ça ferait un très beau titre de chanson, ça d'ailleurs. Je crois que Jardy était belge, il était belge. Ouais. La parabole, c'est l'hyperbole. Je n'ai pas essayé de t'embarrasser sur ce coup-là, mais j'ai juste voulu remarquer qu'entre Annie Cordy et Jardy, vous aviez quand même contribué à la chanson mondiale d'une façon assez décisive, hein, il faut bien le dire. Ça m'a fait rigoler. Vous m'aidez ou parce que là moi je dois rester à ma place, mais c'est compliqué quoi. Que la moitié de la salle. Très très bien. Alors, sur un terrain ami. Mais tu sais que, alors, là on va être dans la minute focus. J'ai failli déménager en Belgique, il faut que tu le saches. J'ai failli m'installer au Sablon, voilà. Pour de vrai. Donc j'ai même visité des apparts à Bruxelles et tout. J'ai failli m'installer ici. Et puis finalement, on m'a fait un pont d'or en Suisse, donc je suis installé en Suisse. C'est pour ça que j'ai le 90 facile, messieurs dames, sachez-le. Mais et en Suisse, des fois, on dit 80 aussi. Ça, par contre, c'est qu'ils sont allés un petit peu trop loin, je trouve. Mais pour le coup, voilà, je voulais m'installer à côté du musée Magritte et du musée Fin de siècle parce que j'adore aller là-bas. C'est un endroit que j'aime beaucoup fréquenter. Merci. De rien. Tu as été trop vite dans la question. Donc, ton paradigme, c'est que l'écologie, c'est pas une punition. Ouais, c'est ça. Donc la première chose, c'est qu'il faut arrêter l'écologie punitive. Tu vois, j'aime beaucoup ce qu'a fait Al Gore, c'est vraiment très bien. Ouais. Al Gore, il arrive, il dit, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, mais en parlant des problèmes. Ouais. Bon, il fallait le faire. Hein. Ouais. Le but de ce bouquin, c'est de dire, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, mais en parlant des solutions. Ouais. Par exemple, rien qu'en prenant l'avion, là, j'ai vu donc une boîte qui fait des semelles de chaussures à partir de chewing-gum. Recyclé. Donc ils récupèrent les chewing-gums dans les villes. Tu sais qu'à Singapour, un chewing-gum par terre, c'est jusqu'à $500. Ouais. Singapour, c'est Disneyland avec la peine de mort. Les coups de bâton sur les fesses sont encore légaux comme punition. Et effectivement, Singapour, le moindre chewing-gum par terre, c'est la grosse punition. Ça, c'est moins ton truc, quoi. Bah oui, moins évidemment. Mais eux, ils n'ont pas trop le choix. Alors, cela dit, t'entends beaucoup parler en fait qu'aujourd'hui on pourra peut-être plus prendre l'avion, tellement c'est... Et ça c'est faux hein, d'un point de vue. Alors évidemment si on compense pas le carbone, oui on pourra plus, ça c'est certain, bien sûr. Mais le carbone c'est pas un poison en soi, les coraux l'utilisent pour former leur exosquelette. Et donc moi-même avec un partenaire industriel en Suisse, je fais du béton de miscanthus. Donc le miscanthus c'est le bambou européen. Et c'est une plante pérenne, quand on le récolte on le coupe mais on le replante pas, donc il repousse tout seul, il travaille les sols. Et on peut faire du béton avec qui fixe 20 tonnes de carbone à l'hectare. Pour la petite histoire, les Chinois consomment en 6 ans la consommation de béton des Chinois, c'est le XXe siècle pour les Américains. Donc les États-Unis d'Amérique ont consommé moins de béton de 1901 à 2001 que les Chinois en 6 ans. Là, si un 10 millième de ce béton était du béton qui fixe le carbone, les objectifs du GIEC seraient atteints. Je peux vous montrer l'étude qui dit ça. Mais aujourd'hui, on utilise encore du béton classique qui est fabriqué en usine. Donc le béton, comment on le fait? On prend du gypse qu'on fait chauffer, ça coûte énormément d'énergie. Bon. Des solutions existent, aussi bien pour la compensation carbone, on pourrait parler de la surpêche. Oui. C'est mon mentor Gunther Pauli qui a démontré, hein, c'est pas une théorie, il a démontré aux Canaries que si on arrêtait juste de pêcher les femelles gravides, donc les poissons femelles avec leurs œufs, eh bien on remplirait nos stocks de pêche au rythme actuel. Et les dauphins, eux, peuvent repérer. Les dauphins peuvent faire ça. Peuvent repérer si. Quand les dauphins pêchent avec un filet de bulles, donc ils envoient des bulles avec le trou de leur rostre, et ces bulles font remonter des poissons. C'est comme ça que les dauphins pêchent. Les bottlenose dolphins, je sais pas comment on dit en français, ça va être le grand dauphin, je pense en français. Eh bien, les dauphins arrivent à séparer les femelles avec des œufs, des femelles sans les œufs. Et rien que ça suffit. Dans l'état actuel de nos quotas de pêche,
ça suffirait à renouveler nos stocks de pêche. Donc il y a des solutions qui existent, simplement on est trop con pour les mettre en œuvre, et ça c'est un autre sujet, et c'est le sujet de mon bouquin. Ton postulat, c'est que finalement, on a passé notre temps, un postulat de base, à opposer l'épanouissement avec la productivité, à opposer déjà économie et écologie, alors qu'ils partent de la même racine, qui vient du grec oikos, c'est la minute intelligente. Il faut savoir qu'à mon avis, j'ai pris 30 points de QI en lisant ce bouquin, et à mon avis, vous aussi, même si j'avais l'impression d'être à moins 50 quand j'ai commencé, mon Dieu. Est-ce que tu as mentionné qu'il y avait une petite bande dessinée au milieu? Oui. Ça aussi, hein, c'est la petite minute belge, attention. En fait, c'est un troll parce que c'est une bande dessinée dans le style manga. Hein. Vous savez, les gens qui vont vous foutre à la rue dans 15 ans. Alors je déconne évidemment, mais en fait, la bande dessinée, moi c'est avec ça que j'ai appris à lire, je disais Cubitus. Il y a des Cubitus Boys ici ou pas? Levez la main, les Cubitus Girls. Voilà. C'est bien ça c'est bien. Et donc ouais, j'ai toujours voulu mettre dans tous mes bouquins une bande dessinée au milieu. Mon éditeur, c'est trop marrant, au début pour le premier, il voulait absolument pas. Robert Laffont voulait pas qu'il y ait... C'est pas sérieux quoi. Alors il y a plein de... Les Russes, dans l'édition russe, ils l'ont enlevé parce qu'effectivement ça fait pas sérieux. Ouais. Et alors que les Coréens, dans l'édition coréenne, ils l'ont mise dès le début. Genre, on entre dans des choses sérieuses. Et effectivement, donc, chez Robert Laffont, mon éditeur qui s'appelle Roman, ça ne s'invente pas, eh bien, il me dit non, je veux pas, puis, parce que ça ralentit les délais de réimpression. Et au bout d'un moment, il me dit mais attends, tu vas en vendre 3000 exemplaires de toute façon. Donc, dans tous les cas, pas de problème. Oui, ça fait mauvais genre dans ta communauté de beaucoup vendre. Non, mais voilà, c'est ça. Déjà, c'est très mal de beaucoup vendre, effectivement. C'est très mal vu. Bon, à l'époque, il a fait 150 000, on a fait 350 dans le monde. Mais voilà, il m'a dit t'inquiète, on va jamais le réimprimer ton putain de bouquin de toute façon. Donc on va mettre une bande dessinée au milieu parce que ça posera pas de problème. Tu vois. Et c'est devenu une tradition, effectivement. Et donc, on revient à la minute intelligente. Donc, la minute QI, grec oikos, ça veut dire terre habitée, à qui on doit aussi le terme œcuménique. Donc, ça veut dire qu'en fait, la vraie économie, elle considère la nature comme source de prospérité fondamentale. Donc, ça a l'air de couler de source, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est exactement le contraire. Depuis un siècle. Voilà, ça fait 250 ans, mais c'est pas beaucoup à l'échelle de l'histoire de l'humanité, 300 000 ans. Cependant, effectivement, on oppose aujourd'hui économie et écologie, ça c'est clair. Et donc, on le voit en permanence, c'est-à-dire que si on parle de nature, on parle pas d'emploi, puis si on parle d'emploi, on parle pas de nature. Et on le voit un peu partout dans le monde, ce qui fait que Trump n'a pas voulu faire partie des accords de Paris, c'est parce que son électorat est convaincu physiquement, et sincèrement, on ne peut pas leur jeter la pierre, que si on parle de nature, on ne parle pas d'emploi. Et ce qui fait que George Bush père avait quitté les accords de Kyoto, enfin il n'était même pas rentré précisément, il avait dit le niveau de vie des Américains n'est pas négociable. Donc déjà à l'époque, c'était les années 91, il disait eh bien c'est pas possible d'avoir de l'emploi. Et il y en a que ça a fait sourire que j'ai balancé un petit 90 comme ça. Oui, mais on a senti que tu avais tout de suite créé un lien. Exactement. On appelle ça apprivoiser. En fait, mon associé en Suisse me colle des claques quand je dis 90, il faut bien comprendre ça. Ça ne se fait pas. Il me met des torgnoles. Et en fait, cette opposition entre nature et emploi, eh bien, elle continue aujourd'hui à empoisonner le débat en particulier politique. Mais pour en venir à l'origine des mots, tu vois, il y a aussi l'origine du mot jardin et du mot ville en russe. Donc en russe, ville c'est grad ou gorod, et en anglais le mot jardin c'est garden, en français ça a donné jardin. Et la racine est la même en indo-européen, voilà, dans le proto-indo-européen. Il y a une racine qui est gort, qui signifie un espace clos, donc un champ, une prairie, un espace avec des chevaux par exemple. Et cet espace clos a donné aussi bien garden que gorod, la ville. Dans l'origine des vocabulaires des premiers peuples semi-nomades, qui commençaient à être éleveurs, ce qu'on appelle la culture agro-pastorale, il n'y avait pas d'opposition entre jardin et ville. Et c'est intéressant quand on regarde l'étymologie, parce que dans le Seigneur des Anneaux, il y a la ville de fer, Isengard. Et Isengard, ça veut dire la ville de fer, Eisen en allemand c'est le fer, et la langue du Seigneur des Anneaux elle est très basée sur le proto-germanique. Isengard c'est la ville de fer, elle illustre dans le Seigneur des Anneaux ce qui se passe quand on déconne avec la nature. C'est le magicien blanc qui se met à tout couper les arbres autour, à les brûler, et les arbres se rebellent et ils rasent la ville d'Isengard, si vous avez vu ou lu le Seigneur des Anneaux. Et c'est une ville ronde, comme Apple, dont je parle beaucoup dans mes confs et dans mes bouquins. Et bien ça c'est la métaphore de ce qui se passe, c'est donc une mise en garde. Si vous avez rigolé à cette vanne, ça va bien se passer. Et voilà, si on va à la racine des termes, l'opposition nature-ville, au début, elle n'est pas automatique. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, concrètement, là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne, et là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Est-ce que ça vient du fait que finalement, on a oublié l'impact de l'économie de la connaissance dont tu parles? Ouais. C'est-à-dire que la connaissance, elle, en plus, elle est totalement impérissable.
Donc, même si on a appris, pardon, ça c'est l'émotion, même si on a appris, t'as presque failli y croire. Non, j'étais là, moderne, tu vois. Ouais, c'est ça. Même si donc on a appris à faire une chose, comme par exemple faire du feu, à travers, on a appris, ça dure des générations entières, alors qu'il y a certaines ressources qui, elles sont totalement périssables. Donc on a oublié à quoi ça servait de connaître les choses. Bon, déjà, la connaissance, tu vois, les gens disent, mais attends, c'est pas tangible, comment ça peut valoir de l'argent? En dessous, la connaissance, il y a les données, et aujourd'hui, les vendeurs de données sont très riches. Bon, Facebook est 4 fois plus riche que Total, Google est 7 fois plus riche que Total, Total vend du pétrole, Facebook vend des données, Google aussi, et les données, c'est même pas de la connaissance. C'est le degré zéro, c'est même pas de la connaissance. C'est l'information à l'état brut. Non, c'est même pas de l'information. Il y a données, information, connaissance, compréhension, sagesse. Ça, c'est comment dire, le niveau de raffinage, quoi. Ouais. Tu commences avec les données, tu finis avec la sagesse. Et en fait, donc aujourd'hui, l'intangible vaut beaucoup d'argent. Et mais est-ce que c'est concret ce que tu racontes? Est-ce qu'un pays peut devenir riche avec de l'intangible? Le cas de la Corée, c'est magnifique, ou c'est triste, selon les choix, parce que toutes les ressources sont au nord. Dans la Corée, la péninsule coréenne, toutes les ressources géologiques sont au nord. Ils ont du graphite, ils ont du métal, ils ont du charbon. Et en fait, on estime aujourd'hui, selon Bloomberg, que c'est 3000 milliards de dollars qui dorment dans les sous-sols coréens. 3000 milliards, 3 fois Apple en bourse. Et ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas la technologie pour faire sortir tout ça. Et l'unique raison pour laquelle Trump essaie de négocier des accords diplomatiques avec eux, c'est que Trump, en fait, il s'arracherait les cheveux si jamais ses ressources partaient en Chine. Et il fait tout pour que ces ressources ne partent pas en Chine, donc il va normaliser les situations diplomatiques avec eux. Le Sud n'a pas de ressources naturelles. En contrepartie, que fait le Sud? Ils nous vendent des écrans, ils nous vendent... Alors vous dire, oui, les écrans, ça a quand même une dimension tangible, mais ça vaut beaucoup plus cher que la matière première seule, déjà. En termes de produits intérieurs bruts, en termes d'argent, un diamant taillé vaut plus cher qu'un diamant brut. Un écran vaut beaucoup plus cher que les ressources prises séparément. J'ai pas dit que c'était juste, ça c'est un autre débat. En tout cas, c'est le constat. Mais c'est le constat, voilà. Quand on injecte de la connaissance dans la terre, on augmente sa valeur. Alors, si on veut aller du côté de la sagesse maintenant, pas seulement du profit économique à court terme, moi il y a un modèle que j'aime beaucoup, c'est le modèle agricole des abbayes. Les abbayes, en fait, c'est marrant, c'était les machines à cash du Moyen-Âge. Alors qu'au tout départ, elles partent de terres qui valent rien, quoi. Au départ, le patrimoine foncier des abbayes à l'époque romane, c'est des terres pourries, même qu'on appelait des gâtines, des terres sur lesquelles on ne pouvait rien cultiver. Et en injectant de la patience, donc précisément de l'attention et du temps dans la terre, on se retrouve avec des abbayes qui vont générer des choses à très forte valeur ajoutée. Donc en Belgique, les 2500 bières de votre glorieuse nation, du fromage, du papier, etc. Des choses, des polycultures. La technique agricole abbatiale, c'était ce qu'on appelle les jardins de curé, c'est-à-dire donc des jardins surélevés pour qu'ils soient à hauteur d'œil. L'abeille, il n'est pas con, il sait qu'il est là pour 60 ans. Donc quand il installe un jardin, il sait qu'il ne faudra pas se casser le dos dessus, alors il le surélève. Et ça, c'est de plus en plus étudié en permaculture. La ferme du Bec et Loing, qui a été très citée, elle utilisait ce modèle, parce que ça permet de désherber à la main, etc. Donc plus on donne de l'attention et du temps à la terre, plus on l'enrichit. Et plus on résout le problème écologique au passage. Puisque le cas de Bagdad qui est fait en plein désert, ça c'est la gâtine absolue, le désert, Bagdad a été construite en plein désert, mais on y a consacré suffisamment d'attention et de temps pour que cette ville rayonne pendant 800 ans, enfin 500 ans. Vous pouvez nous expliquer votre métaphore? Oui, pardon, ça me revient. Mais c'est parce que là, je crois que tout de suite avec ton discours, tu as eu 450 ans. C'est ça. Donc je vais te ramener à ton âge. Est-ce que tu peux expliquer cette métaphore autour des crêpes? Des crêpes, oui, alors la différence entre la compréhension et la... si vous devez... Bon alors, du coup, il faut que je fasse toute la chaîne, mais déjà, est-ce que vous connaissez la différence juste entre l'information et la connaissance? C'est un truc très... c'est pas une blague, c'est un truc très simple, mais qui est intéressant dans la vie. La connaissance, c'est reproductible. L'information, c'est pas reproductible, mais la connaissance, c'est reproductible. Par exemple, les Américains vont débarquer en Normandie, c'est de l'information. Ils vont pas faire ça tous les jours. Ils font pas ça tous les jours. La une d'un journal, le lendemain, elle vaut plus rien. L'information, c'est périssable. La connaissance, par contre, une recette, on retrouve des recettes d'il y a 400 ans, on retrouve des recettes de Venise ou du Moyen-Âge, on peut les refaire aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et c'est toujours aussi bon, ou en tout cas, comme ça aurait dû avoir le goût il y a 400 ans. La connaissance est reproductible. Après la connaissance, il y a la compréhension. La compréhension, c'est quand on l'a fait soi-même. Donc par exemple, la recette des crêpes, c'est de la connaissance. Avoir fait des crêpes vraiment, avoir cassé les œufs, avoir mis le beurre dans la poêle, etc. Ça, c'est de la compréhension. Et en général, d'ailleurs, les systèmes d'interrogatoire des agents secrets,
des agences de contre-espionnage pour savoir si quelqu'un a menti sur sa couverture. Par exemple, il dit voilà, moi je suis plombier alors qu'en fait il est agent russe. Eh bien, on va lui demander s'il se rappelle de l'effet que ça fait de visser un tuyau, s'il se rappelle du bruit que ça fait de taper. Ça, c'est la compréhension. C'est à cette échelle-là qu'on sait si quelqu'un a vraiment vécu ce qu'il raconte ou s'il l'a juste appris dans un bouquin. Et ça, c'est un degré supérieur. Et après, il y a la sagesse au-dessus de la compréhension. Donc la connaissance, a priori, c'est ce que tu expliques, n'est pas gratuite. L'information peut être gratuite, mais si c'est la connaissance, elle ne peut pas être gratuite. C'est ce que dit Idriss Shah. Idriss Shah, c'est la raison pour laquelle je m'appelle Idriss au passage. Donc Idriss Shah, c'est un peu le taulier, grand maître soufi du XXe siècle, et il dit oui, la vraie connaissance n'est jamais gratuite. Alors elle est souvent payée dans les deux ressources les plus vitales de l'humain, qui sont l'attention et le temps. Donc, pour acheter de la connaissance, il faut payer de l'attention et du temps. D'ailleurs, en anglais, on dit bien pay attention. Donc on dit pay attention parce que ça se paye l'attention. Et si vous voulez en être convaincu, sachez que les marchands d'attention aujourd'hui sont des gens très riches. Ils s'appellent Facebook, Twitter, YouTube, etc. Et l'attention vaut de l'argent. Et en fait, l'attention et le temps, c'est les deux ressources les plus précieuses de la vie humaine. J'en veux pour preuve que quand Gandhi a abandonné tous les biens matériels, la seule chose qu'il a gardée avec lui, c'était sa montre. En fait, il a gardé deux choses. Donc Gandhi était riche, il faut le savoir. Gandhi n'était pas pauvre, ça a été difficile pour lui d'abandonner les biens matériels. C'était un avocat, il avait des économies, il avait du terrain en Afrique du Sud. Et il abandonne tous les biens matériels. Et il ne garde que sa montre et ses lunettes. Alors la montre, c'est le symbole du temps, et d'ailleurs il va mourir avec. Et ses lunettes, c'est le symbole de l'attention. Alors pourquoi le temps, c'est la ressource la plus précieuse de l'existence? Tout simplement parce que si vous n'avez plus de temps, vous êtes mort, concrètement. Donc évidemment, quand votre temps est égal à 0, c'est que vous êtes mort. Et l'attention, c'est la deuxième ressource la plus fondamentale de l'existence, que si vous avez du temps mais que votre attention est de 0, vous êtes dans le coma. Donc vous n'avez pas une expérience de la vie qui est très gratifiante non plus si vous êtes dans le coma. Donc en fait, quand l'attention est à 0 pointée, alors vous n'êtes pas mort, vous pouvez vous réveiller. Mais si vous allez dans une ville juste pour dormir, vous y dormez uniquement, vous ne la visitez pas, du point de vue de votre vie mentale, vous n'êtes pas allé dans cette ville. Si vous allez à Venise et que vous restez enfermé dans votre chambre toute la journée, du point de vue de votre vie mentale, vous n'êtes pas allé à Venise. Un mec du Kazakhstan occidental qui a lu des bouquins sur Venise, il est plus allé à Venise que vous. Donc les deux ressources les plus fondamentales de la vie humaine, c'est le temps et l'attention. Le temps, c'est la porte de votre vie physique, et l'attention, c'est la porte de votre vie intellectuelle. Après, on peut rajouter les calories, etc. Il est bien évident qu'on peut manger, mais quand vous êtes à attention 0, votre vie mentale n'existe pas. Quand vous êtes à temps 0, votre vie physique n'existe pas. Alors tu parles des révolutions aussi, en disant qu'une révolution ne peut pas faire peur, une révolution fonctionne, et tu reprends l'exemple de Tesla, qui a commencé à fonctionner parce que ça a arrêté de faire peur. Donc tu parles, c'est très mignon, il parle de mignonitude, de cuteness. Cuteness, ouais. Cuteness des révolutions. Mais c'est étudié en fait vraiment en termes de design. Donc une révolution n'est pas adoptée dans l'histoire humaine quand elle marche. Ça serait supposer que l'humain est rationnel, et en fait c'est pas vrai. Une révolution est adoptée dans l'histoire humaine quand elle cesse de faire peur. Il y a eu plein d'exemples comme ça. La machine à vapeur, Héron d'Alexandrie, donc c'est pas du tout une théorie borderline en archéologie, mais Héron d'Alexandrie, un inventeur de l'Égypte ptolémaïque, avait inventé une machine à vapeur au IIIe siècle après Jésus-Christ. Ça s'appelait la boule d'Éole, c'était un petit chaudron en cuivre martelé avec de l'eau dedans, deux tuyaux qui sortaient, et une boule en haut avec des tuyaux tangents. Et quand on allumait un feu sous le chaudron, la boule tournait, et il s'en servait pour actionner une courroie, pour ouvrir des portes. Physiquement, c'est une machine à vapeur. Et elle a été utilisée donc pour ouvrir les portes d'un temple. L'idée du tourisme, déjà à l'époque, il y avait de l'ésotourisme, et donc on allumait le feu au temple d'Éole, et puis boum, d'un coup les portes s'ouvraient, et puis voilà, tu me dois 100 balles, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ensuite il y aura le marché des reliques quelques siècles plus tard, mais Héron d'Alexandrie avait fait cette techno, elle fonctionnait. Pourtant, à ma connaissance, la révolution industrielle n'a pas eu lieu, malgré tout le génie d'Alexandrie n'a pas eu lieu à cette époque, parce que cette invention faisait peur. Il y a eu tout un tas d'inventions comme ça qui ont fait peur et qui, avant d'être adoptées, ont dû cesser de faire peur. Alors on sait aujourd'hui, tous les experts d'ergonomie en technologie savent qu'il faut, quand on veut qu'un produit soit adopté en particulier par le grand public, il faut le rendre mignon. Et ça, en fait, c'est la grande spécialité d'Apple. Ce qui fait qu'Apple vaut 1000 milliards en bourse, ce qui fait qu'ils ont 280 milliards en liquide, c'est parce qu'ils ont un savoir-faire très poussé dans le fait de rendre une technologie mignonne. Et mignon, pour le cerveau, ça veut dire deux choses. Le premier message, c'est « n'aie pas peur ». Je ne peux pas te faire de mal. Et le « je ne peux pas te faire de mal », c'est puissant comme message parce que notre cerveau est immédiatement capable de déterminer si un objet est contondant ou pas.
Ça, c'est très rapidement notre cerveau. Pourquoi? Parce qu'évidemment, est-ce que c'est une arme? Est-ce que si quelqu'un avance vers moi avec cet objet, il peut me faire du mal? Est-ce que mes enfants peuvent jouer avec? Notre cerveau a une capacité très rapide de déterminer si un objet est contondant, s'il est dangereux ou pas. Et le simple fait qu'Apple se concentre énormément sur des produits avec des bords arrondis, notamment les fameux Rand Rect, eh bien c'est parce que ça renvoie le message subliminal, je ne suis pas contondant, je ne peux pas vous blesser. Puis c'est facile à utiliser, il ne faut pas de mode d'emploi. Et voilà, il y a tout ça en plus après, qui devient de leur grande spécialité, facile d'utilisation. Mais si vous voulez vous convaincre du fait que Apple est le champion du monde aujourd'hui du message « n'aie pas peur », encore une fois, j'ai jamais dit que c'était bien ou mal, j'ai juste que c'est ça qui les a rendus riches, eh bien considérez le fait qu'ils vous vendent une montre. Apple vend plus de montres que la Suisse. Ça y est. Il y a 2 ans, ils vendaient plus que Rolex, qui est le plus grand vendeur de montres au monde en volume, ce qui est dingue. On dit Rolex, c'est des montres de luxe, elles valent très cher, ils en vendent quand même plein. Et aujourd'hui, Apple vend plus de montres que toute la confédération helvétique. Et malgré ça, ils vendent donc leader mondial de la montre connectée en volume, mais ils nous vendent une montre qui a accès à notre groupe sanguin, à nos rendez-vous de la journée, etc., en plein scandale de la NSA. C'est-à-dire que, bon, on sait, Edward Snowden, ce qu'il a démontré, il n'y a pas le moindre doute, la NSA prend tout ce qu'elle peut prendre. Bon, en contravention patente de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, pour la petite blague, hein, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12, tout humain a le droit à la protection de sa vie privée, contre l'éviction arbitraire des États, parce qu'il a démontré Snowden, c'était que la NSA se torchait très régulièrement avec l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, pardon du côté vulgaire de cette phrase, mais c'est encore plus vulgaire de s'immiscer dans votre correspondance, on est bien d'accord. Non, mais il y a d'autres moments où tu es très très vulgaire dans le livre. Et alors, moi, Patton dit que la vulgarité est l'épice du discours, et que si on en met trop, c'est écœurant, mais si on en met pas assez, c'est fade. C'est très. Non, mais c'est très. Et c'est très. Donc là, je vous ai fait la sauce samouraï. Voilà, on connaît bien. Non, mais c'est très ciblé. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que je lis ça, je me dis, enfin, voyons Idriss, quelle vulgarité. Mais n'est-ce pas, hein, et n'est-ce pas? Et puis je lis la note de bas de page, j'ai écrit si ce passage vous a semblé vulgaire, imaginez la vulgarité. Mon Dieu, il lit dans mon esprit, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et donc imaginez la vulgarité que c'est en fait de se priver carrément de connaissances. Oui, finalement. Parce qu'en fait, si tu veux vraiment, d'ailleurs c'est pour ça que dans les entraînements militaires on utilise énormément de mots fleuris, c'est parce qu'effectivement c'est une façon, encore une fois ce que disait Patton, quand je veux que mes hommes se rappellent de quelque chose, je le leur donne 2 fois plus salement. Et dans le cadre d'une connaissance vitale, tu serais étonné de voir dans combien de situations on utilise la théorie américaine du choquer et impressionner, pour que l'information reste. Alors à propos de choquer et révolutionner, on lit des passages dans ton livre où le tout n'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. Oui, c'est De Gaulle qui a dit ça. Voilà, d'accord. Mais si vous voulez être praticien en économie de la connaissance, n'essayez pas d'être un premier de la classe, on ne fera jamais une Silicon Valley avec vous. Vous avez dû vous faire des copains en disant ça. Vous le savez, c'est-à-dire que c'est mon pote Churchill qui disait vous avez des ennemis, c'est bien, ça prouve que vous êtes battu pour quelque chose une fois dans votre vie, et j'en suis profondément fier. Et au-delà de ça, c'est un fait que dans la Silicon Valley, il n'y a pas de premier de la classe. Enfin si, il bosse, c'est ce que dit Bill Gates, il l'a dit beaucoup mieux que moi. Bill Gates, il n'est pas dans la Silicon Valley maintenant, il est à Seattle, mais il était à l'origine dans la Silicon Valley. Et Bill Gates dit j'ai un ami à Harvard qui a réussi à tous ses examens, c'est premier de la classe, gendre idéal, le mec parfait. Et moi, Bill Gates, j'ai échoué à plein d'examens, il a même pas fini sa licence. Il dit mon pote là, le gendre idéal, il est ingénieur chez Microsoft. Mais qu'est-ce que ça veut dire, que l'école est mal fichue? Elle pique un peu cette là. Oui, alors que l'école soit mal fichue, je pense que ça tout le monde est suffisamment qualifié pour le voir. Ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite, on ne demande pas d'être parfaite, mais aujourd'hui, malheureusement, enfin ou heureusement, la vraie vie est supérieure à l'éducation formelle. On voit parfois des autodidactes qui excellent. Les frères Wright, c'est un très bon exemple. Les frères Wright, ils ont fait voler le premier avion. Voilà, non, c'est un débat maintenant. Il y a Clément Ader avant eux. Il y avait ce grand, s'il y a des spécialistes de l'histoire andalouse, là, il y avait un grand savant musulman qui a fait voler un planeur à Cordoue. Ça vous dit rien? 9e siècle, hein. Je suis sûr de ça. J'ai oublié son nom. Mais en fait, le premier vol, alors vol, pas... Il y en a qui googlent. Il y a vol propulsé et il y a vol pas propulsé. Lui, il s'est juste jeté d'un minaret à Cordoue, il s'est pété les 2 jambes. Mais il a plané un peu, voilà, quand même. Donc techniquement, le type, il s'est pété les 2 jambes pour être là avant les frères Wright. Mais les frères Wright, il y en a un des 2 qui avait fait ses humanités. C'est comme ça qu'on dit en Belgique, les humanités. Les humanités. Un des 2 avait fait ses humanités et les autres, effectivement, ils étaient vendeurs de pièces détachées de vélo à des tonnes dans l'Ohio. Et pourquoi? Parce que quand on est dans une situation comme ça, l'échec n'est pas cher. Quand vous êtes les frères Wright qui s'écrasaient dans un champ de maïs,
tout le monde s'en fout que vous vous écrasiez. Alors que si vous êtes en chair, on cite, donc c'est Simon Sinek qui cite l'exemple de Samuel Pierpont l'anglais, qui était payé par le gouvernement des États-Unis pour faire voler le premier avion, qui était un professeur, qui avait une chaire, qui jouait au golf avec le président, et le New York Times le suivait partout, et il avait des financements. Mais lui, il n'a pas fait un essai, parce que quand on a tout ça, si on se rate, c'est la honte absolue. C'est terminé, on et en s'en fait, remet pas. voilà, le prix de l'échec, c'est la variable la plus importante pour l'innovation. Pour avoir un bon niveau d'innovation, il faut pouvoir échouer gratuitement. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles Léonard de Vinci écrivait en écriture miroir, pour que personne ne puisse relire ses notes, parce que dans ses notes, il y a plein de conneries. Quand on lit Léonard, par exemple, il avait dit que les chiens se reniflaient le derrière pour sentir ce qu'ils avaient mangé, pour savoir s'ils étaient bien nourris, c'est totalement faux. Mais c'était une tentative d'expliquer. Il a essayé, exactement. Et Léonard était connu pour faire énormément d'essais. Mais il cramait ses erreurs, en fait. C'est pour ça qu'on a si peu de toiles de lui, d'ailleurs, parce qu'il avait tendance à détruire, contrairement à Picasso beaucoup plus tard, qui lui va tout garder. Alors on a omisé Picasso, on a des sortes de sculptures avec une selle de vélo qui ressemble à rien, mais qu'il a gardé. Picasso disait « Je suis le plus grand collectionneur de Picasso sur Terre », précisément parce qu'il connaissait l'histoire de Léonard. Il savait que Léonard détruisait le moindre de ses essais un peu foirés, et que du coup on n'a que très peu de toiles de lui à cause de ça. C'est ce que tu expliques dans l'intensité corrective, le nombre de corrections par seconde, par semaine, par an, par vie, est la variable la plus consistante et la plus puissamment prédictive de l'innovation. Donc ceux qui n'y essaient pas, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que si on veut apprendre quelque chose, il faut être corrigé souvent. Bon, ça c'est, vous voulez apprendre le dessin, vous voulez apprendre la danse. Et le problème en fait à l'école, c'est que la correction, on en a peur. C'est-à-dire que recevoir l'attention du prof, c'est flippant pour un élève. Et plus l'élève a besoin d'être corrigé, en fait, plus en général, alors le premier de la classe, il a moins besoin d'être corrigé, mais il désire l'attention du prof. Donc ça crée des inégalités intellectuelles, des inégalités qui ne sont pas d'ordre capitalistique, mais qui sont des inégalités quand même d'ordre cognitif. On va dire que l'élève qui a besoin d'être corrigé, il a peur de l'attention du professeur, donc il fait tout pour l'éviter, il fait tout pour ne pas participer, tout pour ne pas recevoir une correction du prof. Et l'élève qui a le moins besoin d'être corrigé, c'est en général lui qui va le plus demander l'attention du prof. Alors dans les ateliers de la Renaissance, ça ne fonctionnait pas comme ça. Dans les ateliers de la Renaissance, dès qu'un élève était suffisamment bon, entre guillemets, il se mettait à mentorer les autres. Donc il les corrigeait lui-même dans son niveau de correction. Ça marche très très bien. C'est la méthode Star Wars, quoi. On prend un élève, un padawan, et puis on a un maître, et c'était la méthode dite des 3 tiers, qui était très enseignée dans les bottéguets de la Renaissance. Passe un tiers de ton temps avec toi-même, pour potasser, passe un tiers de ton temps avec quelqu'un à qui tu peux apprendre, ton élève, et passe un tiers de ton temps avec quelqu'un qui peut t'apprendre, ton maître. Et en sachant que les Chinois disent, tu deviens un maître quand tu peux apprendre à un élève, mais tu deviens un grand maître quand tu peux apprendre de ton élève. C'est ce qu'on appelle le reverse mentoring. Et aussi, les études ont prouvé effectivement qu'un enfant ou un élève qui aidait les autres avait de meilleures chances de réussir, de progresser. Donc c'est vrai que de nouveau, là, c'est ton idée que 1 plus 1 égale 3 ou 4. Ou ça, dans la connaissance, ça c'est la loi de Soudo-Platov, qu'on appelle aussi la non-rivalité des biens immatériels pour les économistes. Effectivement, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. C'est une très belle loi. Je vais le redire parce que c'est très profond ça. Si on partage une pizza, si je partage une pizza avec vous, la part individuelle dépend du nombre de gens. Si vous êtes 300 dans la salle, chacun aura un 300e de pizza. Plus on est de fous, moins il y a de pizza. Mais si je partage avec vous une pizza de connaissance, et c'en est une là, ce que je raconte c'est de la connaissance, eh bien la quantité individuelle de connaissances que vous allez retirer de cette conférence, elle ne dépend absolument pas du nombre de gens. Si on fait rentrer 100 personnes de plus, ça n'impacte pas la quantité de connaissances que vous allez en retirer. Pourquoi ? Parce que quand on partage un bien matériel, on le divise, et quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Votre montre, vous ne pouvez la donner qu'une seule fois, parce qu'elle est matérielle. L'heure, par contre, vous pouvez la donner autant de fois que vous voulez, parce que l'heure, c'est immatériel. Alors on se dit, bon, c'est mignon, c'est intellectuel, mais à quoi ça sert de savoir ça ? En fait, quand on regarde l'origine de la violence dans le monde biologique, pas que dans le monde humain, dans le monde biologique, parce que l'humain n'a pas inventé la violence, et même la violence organisée. Les insectes sociaux, les fourmis, les termites ont inventé la violence organisée des millions d'années avant nous. Eh bien, l'origine de la violence organisée en biologie, c'est le fait que quand on partage un bien matériel, on le divise. Ce qui fait qu'un chien va grogner sur un autre chien s'il s'approche de son os, c'est parce qu'il sait très bien que s'il lui prend son os, ça en fera moins pour lui. Ce qui fait qu'un chat va siffler sur un autre chat s'il circule sur son territoire, c'est que le chat a parfaitement internalisé la règle qu'il y a tant d'opportunités de choper une souris par jour sur son territoire, et que si l'autre chat chope une souris, ça en fera moins pour lui et pour sa descendance. Et que vous remplaciez os, souris par puits de pétrole, frontières, réserve d'eau potable, vous avez l'origine la plus fondamentale de la violence dans l'histoire humaine. Humaine. Alors vous allez me dire, mais comment ça, c'est pas la religion ? Il y a bien quelqu'un qui pense ça. Si, non mais si, allez, soyez sérieux, si, quand même.
Vous êtes sûr? Ce sera votre dernier mot? Venez, on prend les 6 guerres. Les 6 guerres les plus meurtrières en millions de morts. Voilà, bon, c'est un peu obscène de faire ça, mais on va faire le top 6 des 6 guerres les plus meurtrières de l'histoire humaine. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre napoléonienne, guerre de 7 ans, qui est la première guerre mondiale de l'humanité. Donc je reprends. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre napoléonienne, guerre de 7 ans, guerre froide et guerre mongole. Ça fait 6. Elle est où la religion là-dedans? Dans la première guerre mondiale, elle est où? Dans la deuxième guerre mondiale, elle est où? Dans les guerres napoléoniennes, elle est où? Dans les guerres mongoles, elle est où? Dans la guerre de 7 ans, elle est où? Dans la guerre froide, elle est où? Par contre, alors, bon là c'est le top 6 quand même, c'est pas mal, mais quand même il y a bien eu des guerres de religion, pas vrai? Bah citez-moi une. Les croisades. C'était vraiment pour la religion? Non mais juste pour... Question, hein. Les croisades. On se dit quand même, les croisades c'est bien les chrétiens qui vont aller se battre contre les musulmans au Moyen-Orient, on est d'accord? Dans ce cas-là, comment ça se fait qu'à l'issue de la deuxième croisade, quand les croisés arrivent à Constantinople, qui est juste la ville chrétienne la plus grande sur Terre, c'est la première ville chrétienne au monde, c'est le rempart de la chrétienté, c'est le bouchon qui empêche les musulmans de s'étendre. Que vont faire les croisés à Constantinople, rappelez-moi? Ils vont raser la ville. La raser. Ceux qui ont détruit la première ville chrétienne au monde, c'était des chrétiens. Alors est-ce que ça avait plus à voir avec la route de la soie, la route des épices? Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais en tout cas, même sur le cas le plus polarisant absolu de guerre de religion, on pourrait même s'interroger. J'ai pas dit que j'avais la vérité là-dessus, attention. J'ai dit même sur le cas le plus polarisant, on pourrait s'interroger. Ça ne veut pas dire que la religion n'est pas un facteur de recrutement magnifique. Hein. C'est-à-dire que l'avantage de la religion, c'est qu'elle vous offre un truc après la mort. Proposition de valeur de la religion, ce qu'elle vous dit, après la mort, tu auras quelque chose. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien donner une légion d'honneur posthume, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a vu pendant la Première Guerre mondiale. Sans épiloguer sur cette notion-là, le fait que quand on partage un bien matériel, on le divise, c'est l'origine la plus fondamentale de la violence en biologie. Conflit territorial en biologie, c'est il y a tant de ressources sur ce territoire, si t'en prends, j'en ai moins pour moi. Et ce qui est marrant, ou plutôt porteur d'espoir, c'est qu'en fait, en biologie, on observe que quand il y a peu de ressources, les animaux coopèrent davantage. Et ça, c'est une règle toutes choses égales par ailleurs. Et on a un cas très récent de ça. Alors, j'insiste, c'est général, on l'observe des tonnes de fois dans l'évolution, que la coopération survient quand il y a peu de ressources, pas le contraire. Par exemple, récemment, dans la baie de Naples, la baie de Naples est dévastée écologiquement, les ancres des bateaux ont dévasté les sols, et du coup les poulpes, c'est clair, les poulpes transmettent pas la connaissance. Si, ils la transmettent entre père et ailleurs, mais pas de parents à enfants. Parce que la mère, en fait, quand elle protège les œufs chez quasiment tous les céphalopodes, elle meurt. Donc la mère ne peut pas transmettre une connaissance à ses enfants, et le mâle meurt juste après avoir fécondé les œufs. Donc les parents biologiques d'un poulpe ne transmettent pas la connaissance à leur enfant. Cependant, les poulpes sont très puissants dans l'apprentissage d'autrui. On a fait tout un tas de tests où on met un crabe dans un bocal fermé avec une vis, et on met un poulpe qui sait ouvrir le bocal devant un poulpe qui ne sait pas. En un coup, le poulpe qui observe celui qui ouvre le bocal arrive à le refaire en un coup. Eh bien, on a observé dans la baie de Naples que parce qu'il y avait peu de ressources, des poulpes qui ne se connaissaient pas apprenaient les uns des autres pour chasser ensemble. Et ça, c'est un cas très connu du fait que la coopération, toutes choses égales par ailleurs dans les écosystèmes, tend à augmenter quand il y a peu de ressources. Mais c'est valable aussi pour les humains, aussi bizarre que ça puisse paraître. Vous verrez beaucoup plus de coopération dans le désert. Bon, ça fait un peu propos du café du commerce, mais vous demandez à quelqu'un qui a visité l'Australie s'il n'y a pas plus d'entraide sur une route australienne quand vous rendez à Alice Springs que sur la N77 en France. Ou demandez, j'ai un ami qui a traversé la Mongolie en vélo. Je dis mais t'es complètement dingue, tu crèves, t'es mort quoi, enfin tu crèves un pneu, t'es foutu. Je dis non mais en fait c'est pas ce que tu crois, il y a des pistes et puis si t'as le moindre début de problème, t'as de grandes chances de trouver quelqu'un sur cette piste qui va immédiatement t'aider parce qu'il sait que t'es en plein désert et que tu seras en détresse. C'est évidemment une leçon. Comment s'inspirer des façons dont le vivant arrive à gérer la scarcity, la pénurie de ressources et arrive à consacrer la coopération pour résoudre ce problème-là. Justement, tu nous amènes sur la sphère de la nature. Est-ce que tu peux... De l'eau. Continue. Pardon. Non, c'est bon. Ouais, merci. Tu expliques beaucoup. La virilité vient d'en prendre un coup, là, c'est horrible. T'as quoi? C'est ça, je me sens complètement diminué, en fait. Oui, c'est vrai, oui. T'es la fille, débrouille-toi. Mais c'est ça, exactement. C'est ça.
autant pour moi. Pardon, Ça va tu disais. Vas-y. Tu parles de nos politiques. Alors, est-ce que je le prononce bien? C'est-à-dire la géopolitique de la connaissance. Oui, tout à fait. Okay, et tu nous parles aussi des extraordinaires apports de la nature à la science. Alors là, c'est assez, il faut s'accrocher parce que c'est hyper intéressant et on a envie de tout retenir par cœur. Est-ce que tu peux juste nous en citer trois apports extraordinaires de ce que la nature peut nous amener et qu'elle amène déjà à la science, hein? Bon, bah alors, on est à Bruxelles, donc je vais parler de la Tour Eiffel. Ça, c'est fait. La Tour Eiffel. On aime bien à la Tour Eiffel, ceci étant. C'est ça. Ça vaut pas l'atomium, il faut quand même le dire. Ah. C'est ça bien, hein? N'est-ce pas? De tous les peuples de Gaulle, les Belges sont les plus braves. C'est Jules César. Est-ce que c'est pas une façon de nous... Les braves, ça fait un peu... ils sont gentils, quoi. Voilà, non, brave, là c'était vraiment... Brave, c'était le vrai brave. Ouais, il se frite jusqu'au dernier et tout ça. Là, ça pique plutôt pour les Français, si tu veux. Oui, humour, il se frite jusqu'au dernier, voilà. On dit brave. On dit un peu ça, c'est un brave gars, c'est pas... Ouais, mais non, quand Jules César disait ça, c'était quand même... Ils m'ont donné du fil à retordre, les bougrinets. Eh bien, la Tour Eiffel est plus légère que le cylindre d'air qui la contient, voilà, le saviez-vous. Vous faites le cylindre d'air qui part de la base de la tour jusqu'au sommet. Ce volume d'air à 25 degrés Celsius précisément est plus lourd que la tour elle-même. Et ça, c'est rendu possible parce que l'ingénieur d'Eiffel avait étudié en Suisse la structure de l'os humain. Et les os, effectivement, mettent de la matière, quand vous les observez au microscope, ils mettent de la matière que là où il y a de la tension. Et ça les rend légers, à résistance égale, et ça a inspiré tout un tas de systèmes de construction, les viaducs, les plateformes pétrolières, etc. Donc ça, c'est un exemple. Moi, j'aime bien les chouettes effraies. Donc les chouettes effraies, elles ont le vol le plus silencieux au monde. Dans leurs plumes, elles ont des petites dents. On appelle ça des serrations, comme des peignes. Et en peignant l'air, elles font que leur vol est très silencieux. Et on a observé, en fait, que quasiment une fois sur deux, sur beaucoup de souris, le taux de détection à 50%, c'est-à-dire vous avez une chance sur deux de détecter la chouette qui vous arrive dessus, eh bien c'est 7 cm. C'est-à-dire que la souris, à 7 cm, elle n'a qu'une chance sur deux de détecter que la chouette, à 7 cm, elle est morte de toute façon, qu'elle ne détecte pas. Donc, et c'est ce qui fait que les chouettes sont d'aussi bons prédateurs. En fait, et elles ont aussi, donc ça a inspiré concrètement des éoliennes silencieuses, ça a inspiré des ventilateurs pour cartes graphiques silencieux aussi. Et puis les chouettes, vous avez remarqué, elles ont ce visage... trop mignon. Ce visage, oui, alors, ou mignon ou flippant. Mais les Japonais trouvent ça plutôt mignon. Enfin, Le visage chouette. Ah oui, merci. Une nuée d'applaudissements, s'il vous plaît. Parce que si vous ne l'aviez pas faite, c'était moi qui l'aurais faite. Je crois que j'ai épuisé mon quota de blagues pourries pour ce soir. Donc c'est très gentil de m'avoir déchargé, voilà, c'est ça, s'il y a besoin. Et donc en fait, pardon ? Vous l'avez dit un visage chouette, voilà, je la reprends parce que ça valait le coup d'être repris. Je tiens à ce que tous les témoins sachent que cette blague a eu lieu ce soir. Cette blague a été fixée ce soir. Et donc ce visage en fait, c'est une forme de parabole concrètement. Hein. Et c'est une parabole acoustique, ça concentre les chouettes, ont leurs oreilles à côté des yeux, et ça concentre le son de la proie. Quand elles observent, les chouettes aussi peuvent tourner leur tête à 320 degrés, parce qu'on voit quasiment un tour complet. Et donc, quand la chouette verrouille sa cible, elle la verrouille avec ses yeux, avec le son aussi. Donc elle l'entend, et ça concentre le son, exactement comme les antennes des espions, quoi, les antennes paraboliques pour écouter une conversation au loin. Et bien les chouettes ont ça, et ça a bien sûr inspiré des systèmes d'écoute avec des drones. Entre autres. Donc on en fait 3. Il y en a fait 3. Il y en a Non, fait 2, hein. Non, j'ai fait la Tour Eiffel, j'ai fait la parabole et j'ai fait les plumes de la chouette. Ok. Mais je peux t'en faire d'autres, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Moi j'aimais bien celle du colibri par rapport à la consommation d'énergie. Ça me parle beaucoup par rapport à notre sujet qui est le fait qu'on visiblement on consomme beaucoup trop. Et le colibri, lui, il est en... Donc déjà, effectivement, de base, les systèmes naturels, ils sont très performants en énergie. Puisque la nature, en fait, elle doit réaliser une marge énergétique, elle doit respecter une règle de base. C'est l'énergie que ça me coûte pour aller chercher la nourriture doit être inférieure à l'énergie que ça me rapporte. Et tout ce qui est vivant doit respecter cette règle. Que ce soit une plante, ou un crocodile ou un humain. Alors, tous les êtres vivants ont différentes stratégies pour respecter cette règle. Par exemple, les arbres consomment très peu. Les arbres n'ont pas de cœur, leur sève se déplace par capillarité et par transpiration, donc très peu d'énergie pour faire circuler les fluides des arbres. Ils n'ont pas à réguler leur température, donc les arbres consomment très peu, on peut dire qu'ils ont peu de charges, peu de dépenses.
Et ils peuvent survivre à l'hiver, parce que l'hiver, voilà, ils ferment toutes les écoutilles. Soit ils ont des aiguilles, et les aiguilles, en fait, c'est une forme qui minimise l'exposition au froid. C'est tout bête, mais c'est la forme d'une aiguille. Ça minimise l'exposition au vent froid. Donc c'est un moyen très simple d'avoir un volume avec le minimum de surface d'exposition au vent. Et puis sinon, les autres arbres perdent leurs feuilles. Et puis, ça c'est évidemment une stratégie qui devient payante quand vous avez plus de soleil que de froid dans l'année. Dès qu'on est sous la zone taïga, toundra, etc. Donc les arbres ont peu de dépenses énergétiques. Un crocodile, eh bien lui, il a le sang froid, donc il peut se mettre en léthargie. Ça fait qu'un crocodile peut survivre jusqu'à 3, c'est alligators, certains alligators, le record, je disais dans d'autres conférences, c'était 2 ans pour le crocodile du Nil, ce qui est tout à fait correct, mais certains alligators ont été observés jusqu'à 3 ans sans manger. Voilà. Mais en état de léthargie, ils ne bougent pas, ils ont un rythme cardiaque qui doit être à 15 par minute, enfin c'est parfois même plus bas. Mais du coup, en baissant les dépenses énergétiques, ils arrivent à survivre très longtemps. Par contre, dès qu'un crocodile est actif, ça lui coûte tellement cher en énergie que si un crocodile est actif dans la vie, soit c'est pour manger, soit c'est pour baiser. Donc si vous en croisez un dans la vie, fuyez. Et puis nous, les humains, évidemment, on a le sang chaud, on a un gros cerveau. Alors on parle du cerveau reptilien chez les reptiles et les crocodiles, précisément parce que c'est un cerveau très bien fait, qui se concentre sur l'essentiel et qui dépense très peu de watts. Quand on regarde la consommation énergétique d'un cerveau de reptile, effectivement, c'est très peu. C'est très bien foutu pour ça. Alors que nous, les humains, on a une très grosse dépense énergétique. À masse égale, gramme pour gramme, c'est le cerveau qui dépense le plus. Et du coup, on a besoin de nos 2500 calories par jour minimum pour survivre. Cependant, par exemple, ce micro ou un téléphone, en une journée, il est déchargé. Un téléphone, en une journée, il meurt de faim, concrètement. Il est déchargé, il est mort. Alors que moi, pour me décharger en termes de calories, c'est à peu près 30 jours, 33 jours. En moyenne, on considère qu'on peut survivre. Pourtant, on se recharge tout le temps. Oui, là, pas tout le temps, mais voilà, on se nourrit plusieurs fois par jour, c'est vrai, mais je veux dire, si j'arrête de me nourrir, j'ai quand même 33 jours de réserve. Mon téléphone, non. Donc, moralité, perdre de la batterie, c'est facile, perdre du gras, c'est difficile. C'est con qu'on puisse pas se brancher le téléphone directement dans le bourrelet. Donc d'un point de vue performance énergétique, c'est vrai que la nature fait super bien, mais vraiment violemment bien. Et effectivement, certains colibris arrivent à traverser le golfe du Mexique avec 2 grammes de graisse. 2 grammes, donc c'est même pas une demi-cuillère à café de gras, quoi. Certains colibris arrivent à traverser de la Colombie, des plages de Colombie jusqu'au Texas, avec 2 grammes de graisse. Et nos meilleurs drones, évidemment, ne sont pas aussi performants. Donc là, ça nous donne des marges de progression sur les dépenses énergétiques, absolument. Merci Idriss.